The Other One avec son firmware ici installé sur un M5 Core 2 nous permet de réaliser du ward driving avec des configurations de plus en plus compactes. À la droite, j'ai un module GPS pour illustrer cette pratique. Il suffirait donc de le connecter avec un câble Hoover. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les précédentes vidéos, mais j'ai envie de vous partager aujourd'hui deux autres projets dans le ward driving. Une avec une solution plus do it yourself, donc ça veut dire que le fer à souder sera de la partie, et l'autre, encore une fois, avec M5 Stack. Je termine la tournée des modules GPS. On commence par la gauche avec le module GPS qui, lui, utilise les câbles Hoover. Il est bon de rappeler que ce module est compatible avec l'ensemble de la stack M5. À côté, on a cette Shield GPS qui, elle, est dédiée au module Atom. Donc, pour les modules Atom, j'ai un Lite qui, comme son nom l'indique, est très simple. Il ne dispose pas d'écran, a uniquement une LED derrière le grand bouton poussoir et un bouton sur le côté. Le module S3, lui, dispose d'un écran avec le bouton poussoir et d'un bouton sur le côté. En plus de ça, il a été sélectionné par The Other One et dispose lui aussi de son firmware. Et avec le module GPS ici, on a l'une des configurations pour le wild driving les plus compactes. Maintenant, je vais présenter la version dépourvue d'écran avec son firmware dédié. Contrairement au firmware de The Other One, le Atom GPS Wiggler est très simple. Il a une seule fonctionnalité, c'est de réaliser du ward driving avec le module. Et en effet, on n'a pas d'écran, donc on a uniquement des LED qui nous permettent, elles, d'avoir des informations. Si par exemple la carte SD est manquante, si on n'a pas le fixe GPS, et lorsque toutes ces conditions sont présentes, à savoir une carte SD et le GPS fixe, on a la LED verte qui clignote lorsqu'on est en train de scanner des réseaux. Dernier point à noter, il est très simple de flasher ce firmware. Une fois l'avoir copié, on peut soit utiliser l'IDE d'Arduino ou alors la ligne de commande en utilisant le binaire ESP-Tool. Pour terminer, tous les fichiers générés lors du ward driving avec ce firmware seront au format CSV et vous pourrez ainsi les uploader directement sur la plateforme wiggle.net. Ça fait maintenant plusieurs années que je dispose du kit de ward driver de Joseph Hewitt et je me suis finalement décidé à terminer l'assemblage. J'avais plusieurs problèmes, donc entre-temps j'ai même racheté des cartes pour ressouder de manière plus propre. Donc ce kit nécessite deux ESP32 avec ici là j'ai une antenne GPS, un module GPS, un module GSM qui est facultatif, des connecteurs SMA pour les antennes externes, un petit écran pour afficher les informations, un module de température facultatif lui aussi, et un lecteur micro SD. À la fin, une fois que vous avez assemblé tout ça, vous allez vous retrouver avec ceci. Ne tenez pas compte du A et B, je les ai inversés. Donc pour moi, c'était vraiment ça mon problème. Je m'étais posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le souci ici, c'est que lorsque l'on vient souder de manière très rapprochée les PCB des ESP32 avec la carte de Joseph ici, eh bien, ici, il n'y a pas de problème parce que le port micro USB peut toujours être connecté, comme on peut le voir. Ici, forcément, il n'y a pas de problème. Par contre, là où le bas blesse, c'est pour ce ESP32. Ici, donc, il y a une diode Zener, il faut faire attention. Et en plus de ça, le câble vient heurter l'autre ESP. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dessouder? Non. Il convient en fait d'utiliser les ports
RX et TX qui sont ici pour flasher le firmware. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un flipper 0 pour faire ça, mais vous pouvez utiliser n'importe quel USB vers UART. Ici, il en met un autre, par exemple celui-ci. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'aurais aussi aimé savoir? Oui, donc ce module ici qui est le A, le surélevé. Puisque par la suite, vous pourrez donc les flasher avec le micro USB de manière plus évidente. En plus de ça, non, je pense que c'est tout, hein. C'est vraiment ça qui m'avait posé problème. Ne tenez pas compte ici des soudures. Dans un premier temps, j'ai voulu justement démonter le module, mais c'était pas une bonne idée. Donc on va voir une fois assemblé avec les différentes antennes à quoi ça ressemble. La carte est soudée avec les différents éléments et maintenant, si on souhaite la démarrer, il faut l'alimenter. Et pour cela, on doit brancher une batterie sur le port micro USB de l'ESP32B. Maintenant, si l'on souhaite utiliser une batterie externe, je trouve que ça perd en praticité. J'aimerais avoir un module complet avec une batterie intégrée. Pour cela, j'ai trouvé un module qui permet d'utiliser et de recycler des batteries 18650 que j'ai récupérées sur des anciennes batteries d'aspirateur. Je trouve ce module polyvalent, je ne connaissais pas avant de m'être intéressé à ce projet. Au-dessus, on vient retrouver différentes sorties 5 volts. On a une entrée pour charger en micro USB, une en USB-C, et on a encore des sorties ici en 3 volts. Et on voit qu'on a aussi une sortie USB-A pour brancher d'autres câbles et venir charger par exemple des smartphones. On a plusieurs LED qui indiquent l'état de la batterie lorsqu'on vient démarrer cette dernière et brancher un appareil dessus. J'ai choisi ce module pour une raison particulière, c'est que Crown a réalisé un boîtier qui me plaît particulièrement. Je dézoome pour vous montrer. Donc voici le module fraîchement imprimé. Il se compose d'un top qui vient couvrir la partie qui va supporter le système avec les deux batteries. Donc il va venir se mettre derrière comme ça et les batteries vont dépasser. Et par-dessus viendra s'installer le module de Joseph Hewitt. Et là, avec la partie qui pourra contenir les informations avec l'écran. Donc je vais m'empresser de monter et d'assembler tout cela et vous faire un retour une fois que c'est installé. D'assembler le module avec le pack de batterie. Donc là, on peut vraiment se dire que ça ressemble à un compteur GGR ou que sais-je. C'est vraiment marrant avec ces deux antennes ici. Et en plus de là, on ne voit pas, mais derrière, on a une antenne, un module GSM. Donc là, il voit qu'il ne voit pas de position GSM. Il faudra que je sorte pour voir. Parce que dans la carte ici présente, dans la carte, je dispose en fait de coordonnées. Un dernier point aussi que j'aurais aimé présenter là, c'est quand j'ai monté, mais bon, je ne sais pas bien monter les écrans et filmer, c'est une chose. Donc j'ai cassé en fait la partie ici, là, qu'on peut voir. Et là, mon écran, donc il est capoute, quoi. Ça, c'est poubelle. Donc il est fragile, il faut faire attention. Et moi, j'ai hâte de le tester hein, pour voir qu'est-ce que ça donne. Zone 8 démarre. Alors ici, il va se connecter sur le réseau Wi-Fi
qui est présent et synchroniser le serveur de temps NTP. Une fois que c'est fait, ici, on a l'opportunité de se connecter sur l'adresse IP présente afin de télécharger les différentes données que contiennent les sessions de War Driving, à savoir les données recueillies par les antennes Wi-Fi, Bluetooth et l'antenne GSM, tout en ayant à chaque fois les positions GPS. Une fois démarré, on peut voir différentes informations sur l'écran, à savoir le nombre de réseaux Wi-Fi avoisinants, la température si on a décidé d'installer comme moi la sonde dédiée, le nombre de satellites à proximité, la réception GPS avec le nombre de satellites. Ici, je suis en intérieur, donc le fixe est difficile. Et en plus de ça, on peut avoir le détail concernant le nombre d'antennes GSM à proximité. On voit aussi le nombre d'appareils Bluetooth et on a la date et l'heure qui ont été correctement synchronisés.